Alors nous allons maintenant aborder le champ de la négociation collective dans le cadre d'un accord qui concerne les personnes en situation de handicap. Et il y a quelque chose qui est un peu abstrait pour moi, et peut-être que Philippe va nous l'expliquer, c'est qu'est-ce qu'un accord agréé? Alors, un accord agréé fait suite à une négociation qu'il y a eu entre l'employeur et les organisations syndicales dans l'entreprise. Il y a un accord donc qui arrive à un consensus et une signature de la part des organisations syndicales et de l'employeur, qui est ensuite envoyé à la directe pour validation, donc agrément, avec la reconnaissance des objectifs, des moyens mis en œuvre par l'employeur dans le cadre de cet accord, et qui va avoir une durée de vie de 24 à 48 mois maximum, dans lequel des indicateurs vont informer de l'état de situation d'avancée de cet accord, des engagements de l'employeur vis-à-vis de l'embauche de personnes en situation de handicap ou de moyens mis à disposition pour améliorer les secteurs d'activité, les aménagements de postes, voilà. Alors comment on ouvre les négociations? Comment on déclenche l'ouverture des négociations? Parce que l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir la négociation sur le sujet. L'employeur n'est pas obligé, mais comme l'employeur a une contrainte vis-à-vis de la réglementation qui est d'avoir 6% de salariés en situation de handicap dans l'entreprise, il a une contrainte financière de contribution aux AGFIP s'il n'atteint pas ces 6%. Le fait de signer un accord et d'avoir l'agrément sur cet accord le dédouane de la contribution qu'il a versée aux AGFIP. Ça, c'est intéressant pour les délégués qui vont démarrer les NAO incessamment sous peu. Si vous arrivez à ouvrir ce type de négociation, ça dédouanera l'employeur de la contribution à la GFIP, somme que vous pourrez récupérer pour les augmentations de salaire. Ça peut être intéressant. Alors, somme qu'on peut récupérer pour les augmentations de salaire. Par exemple. Mais aussi, il y a un engagement de l'employeur, dans le cadre de cet accord, d'investir au moins l'équivalent de ce qu'il allait devoir verser comme contribution aux AGFIP dans son accord d'entreprise. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas besoin de faire d'investissement pour arriver à... Il suffit de recruter les personnes parce que tout est au point pour recevoir quelqu'un en situation de handicap. Oui, alors il y a des entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une adaptation des postes de travail. Voilà, parce que c'est tout bénef pour les salariés. C'est tout bénef pour les salariés. Quand il y a des adaptations, voilà, c'est des investissements qui sont réalisés, des investissements d'entreprise qui sont sur du long terme et qui vont servir non pas à une personne en situation de handicap, mais à plusieurs qui pourront arriver dans l'entreprise. Donc... Alors, ça c'est l'accord agréé. Peux-tu nous expliquer ce qu'est une convention? Alors la convention, là, c'est un accord qui est signé entre les AGFIP et un employeur, qui est soumis aussi à un agrément de la part des AGFIP, puisque les administrateurs AGFIP valident ces conventions à la condition d'avoir les avis des organisations syndicales dans l'entreprise. Donc, entre guillemets, il y a une pseudo-consultation des organisations syndicales, voilà, pour valider la convention. Et la convention ne dédouane pas l'employeur de sa contribution, par contre, lui permet d'avoir des financements supplémentaires par rapport à ce qu'il peut percevoir dans l'entreprise. Alors, on ne va pas éluder, puisque dans l'actualité, au moment où nous enregistrons cet entretien, il y a les ordonnances Macron et là, peut-être qu'il va y avoir plus de facilité pour négocier ce type d'accord dans la mesure où l'accord d'entreprise va passer au-delà de la convention collective. Est-ce que on n'a pas un espoir d'avoir plus de facilité à négocier ce type d'accord avec les ordonnances Macron? Ce serait un bon côté de ces ordonnances. Ça peut être un bon côté des ordonnances, mais j'ai quand même un grand doute là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, l'employeur, il a tout intérêt à faire un accord d'entreprise. Avant les ordonnances Macron, il avait tout intérêt. Ça le dédouanait totalement. Si à l'issue des 3 ans ou des 4 ans de durée de vie de son accord, il n'avait pas réalisé ses objectifs, il n'avait pas de pénalité. C'était tout bénéfice pour lui. Il y avait des engagements. Si les engagements ne sont pas tenus,
derrière, il n'y avait pas une pénalité qui lui était mise de ne pas avoir atteint ses objectifs. Il disait, je prolonge cet accord pour 3 prochaines années, et les engagements qu'il avait pris initialement, au lieu d'être sur une période de 3 ans, il est sur une période de 6 ans, donc ça lui coûte vraiment pas très cher. Voilà. C'était tout son intérêt de faire un accord. Voilà. Les organisations syndicales, elles avaient nécessité de lancer cette négociation parce que ça apportait des plus pour les salariés en situation de handicap, ça apportait des plus dans l'organisation du travail, puisqu'on avait des agencements, des organisations de travail qui étaient adaptées à ces personnes, avec l'ensemble du collectif de travail. Et donc, on a tout intérêt dans l'organisation à améliorer toutes ces conditions par un accord. Demain, l'employeur, il pourra encore négocier plus facilement, mais ce qu'il faut, c'est que sur ces accords, on arrive à avoir un champ de contraintes à l'issue de l'accord, que si les sommes qui devaient être investies en contribution aux AGFIP n'ont pas été réalisées pendant cette période, il devrait y avoir une contrainte financière mise à l'employeur pour non-respect de ses engagements. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc si il n'y a pas de changement, comment se passe cette négo, comment se passe l'application, et puis après, s'il faut, le semestre prochain, on fera une mise à jour après les ordonnances Macron. Donc là, aujourd'hui, concrètement, les organisations syndicales et l'employeur se mettent autour de la table pour négocier. Quels sont les tuyaux que tu peux donner aux représentants du personnel qui vont devoir négocier pour arriver à un bon accord? Alors, les tuyaux, les règles sur tout type de négociation collective, c'est d'avoir, avant de démarrer une négociation, c'est d'avoir un état des lieux de ce qui est dans l'entreprise. Là, sur le handicap, le nombre de personnes, quels sont les types de handicap dans l'entreprise, quels ont déjà été les investissements faits, les aménagements, pour avoir une cartographie de ce qui existe, ce qui va permettre de rentrer dans la négociation, déjà avoir une connaissance de ce qui est existant. Une fois qu'on a ça, après il faut regarder quels sont les enjeux par rapport aux obligations de la loi, quels sont les moyens pour arriver à avoir 6%, ce quota qui nous est indiqué, quels sont les moyens qui nous sont donnés pour faire des embauches, pour contraindre l'employeur à aménager des postes de travail, à maintenir les personnes en situation de handicap dans cette activité. Et après, il faut être inventif dans une négociation. Parce qu'une négociation, pour appliquer des choses qui sont déjà écrites, ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais, par contre, il faut être inventif et aller chercher des choses qui parfois sont tellement évidentes qu'elles ne sont pas écrites, donc on ne les met pas en place. Donc tout ce qu'on pense dans une négociation qui peut être bien, il faut le mettre par écrit. Et si c'est mis par écrit et que l'accord est signé, ça devra s'appliquer. Parce qu'il y a tellement des choses évidentes qui ne sont pas écrites qu'on ne met pas en place en disant mais on aurait pu le faire, oui mais on ne l'a pas écrit, donc on ne fait pas. Et il faut mettre par écrit tout ce qu'on a comme idée, dans tous les sens du terme, voilà, parce que ça fait avancer les accords, ça fait monter en compétences dans l'entreprise les personnes en situation de handicap, ça améliore les conditions de travail, les organisations. On a vu ce matin que les personnes en situation de handicap sont autant productives que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, voilà, que leur taux d'absentéisme il est moindre que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc voilà, il faut qu'on aille en étant inventif. Et puis il ne faut pas oublier que dans la négociation sur le handicap, il faut penser aux enfants qui peuvent être en situation de handicap, aux conjoints, et qu'il y a des moyens qui devraient être donnés pour ces personnes qui sont des aidants dans leur famille pour pouvoir aller plus facilement aider, avoir des démarches vis-à-vis de ces situations qui sont particulières. Un des petits exemples pour les aidants, c'est la possibilité de transférer ses RTT. Par exemple, on donne des exemples. Oui. Ça peut être de dire, pour une personne, on met un temps partiel en activité en lui laissant l'intégralité de son salaire. C'est une démarche de l'employeur volontaire qui ne pénalise pas, puisque s'il a une partie de son temps dédiée au maintien de son conjoint ou des enfants à domicile, etc., ça permet d'avancer. Ça facilite la vie. Et c'est des moyens qui
Alors, est-ce que ça doit être un accord spécifique pour les salariés en situation de handicap, ou est-ce que c'est tout simplement un accord qui peut couvrir tout ce qui peut concerner les aidants? Parce que dans les aidants, il n'y a pas que des salariés en situation de handicap, il y a des parents malades, des parents, des enfants malades, des enfants handicapés, et là, ça ne touche pas le salarié lui-même qui sera en situation de handicap. Est-ce que ce n'est pas du ressort d'un accord plus large qui serait un accord sur les aidants? Ça peut faire, ça peut être un accord plus large. Mais déjà, si dans l'accord handicapé, sur la situation du handicap, on peut déjà arriver à gagner des nouveaux droits pour les salariés dont le conjoint ou les enfants dans la famille sont en situation de handicap, c'est des droits nouveaux qui vont arriver. Et à partir de là, on pourra gagner encore plus pour les aidants, pour garder les parents, voilà. Alors, l'expérience du syndicaliste, quels sont les principaux verrous ou réticences des employeurs pour traiter ce type d'accord aujourd'hui? Franchement, c'est la mauvaise volonté. Parce que quand on se retrouve avec des employeurs qui ont la volonté d'avancer sur ce terrain-là, on arrive à des choses formidables. À des intégrations de personnes en situation dans des équipes techniques de terrain, de personnes en situation de handicap, ou par l'équipe pluridisciplinaire, le dialogue qu'il y a eu en amont de l'insertion de cette personne en situation de handicap pour expliquer ce que c'est que le handicap, comment les personnes peuvent, dans leur équipe, améliorer la situation. Tout le monde est au cœur de l'insertion et ça se passe très très bien. Donc, plus on va en parler autour de nous, dans l'équipe dans laquelle cette personne va arriver, mieux on va avoir l'intégration. Et une bonne intégration, on a tout gagné, quoi. Parce que toute l'équipe reconnaît la personne qui est en situation de handicap, la personne en situation de handicap reconnaît son intégration dans l'équipe, et que tout le monde, elle n'est pas mise à l'écart, elle est vraiment intégrée, c'est un travail commun. Et cette question de l'information en amont des collègues de travail sur la situation de handicap, elle est vachement importante. Et quel que soit le handicap, qu'il soit physique, auditif, visuel, etc., il faut expliquer. On disait que c'était des questions tabous, il faut démystifier tout ça pour en parler avec les collègues de travail et faire avancer les choses et l'idée que chacun peut avoir du handicap. Alors, la pratique de la CGT, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour déclencher un peu de bonne volonté chez l'employeur? C'est où qu'on doit pincer pour que ça fasse mal et pour le pousser à prendre un stylo et dire on se met autour de la table effectivement et on négocie? Quand on est dans l'entreprise, avec l'employeur, l'aspect dialogue social, il est à un certain niveau, parfois bon, parfois moins bon. Le rapport de force dans l'entreprise, la situation de handicap, ça peut arriver à tout le monde dans l'entreprise. Que ce soit un accident domestique, un accident du travail, une maladie professionnelle, ça arrive à tout moment. Parfois on a des handicaps de naissance, on s'en aperçoit à 50 ans, parce que ça n'a jamais posé de problème avant. Et lors d'un examen médical, on s'aperçoit qu'il y a un problème qui était de naissance. Ça arrive. Il y a ceux qui ont une reconnaissance immédiate du handicap, parce que c'est, une personne est en fauteuil roulant, elle ne peut plus se déplacer, elle a perdu la vue. Ça, on sait faire. Les autres handicaps qui arrivent au cours de la vie, ils sont aussi difficiles à appréhender que quelqu'un qui voyait et qui perd la vue du jour au lendemain suite à un accident domestique, par exemple. Psychologiquement, c'est très difficile. Et il faut arriver à remettre les personnes dans le travail. Aussi une nouvelle perception des choses, parce que c'est plus du tout la même vie avec un handicap. Et donc, on avance et on doit pouvoir faire des choses. Donc, il n'y a rien d'autre que le rapport de force. S'il n'y a pas la bonne volonté de l'employeur, à partir du moment où on met du bon sens autour d'une table, sur une négociation, on arrive à avancer très très bien, très très vite, et à produire des choses d'excellente qualité. S'il n'y a pas la bonne volonté de l'un des acteurs, la négociation, elle ne sera pas de bonne foi. La loi dit on doit négocier de bonne foi, tout le monde doit être acteur et porteur de cette négociation. Mais il faut qu'il y ait une écoute de part et d'autre, parce qu'il y a des choses qui techniquement ne sont pas forcément toujours réalisables dans les entreprises. Pour aménager, il y a des choses parfois c'est compliqué.
Parfois, il y a des aménagements qui sont très très bien faits, qui coûtent extrêmement cher, qui permettent d'intégrer des personnes en situation de handicap. On en prend une et on ne fait pas la démarche d'en intégrer d'autres. Ce qui est dommage. Les investissements qui sont faits peuvent servir à plusieurs personnes. Bien sûr. Donc, pourquoi pas aller plus loin dans la démarche? Est-ce qu'on a connaissance du nombre d'accords agréés signés sur les Hauts-de-France, par exemple, ou sur l'ancien Nord-Pas-de-Calais? Là, aujourd'hui, j'ai pas de chiffres à vous donner là-dessus. Il n'y a pas de recensement de ce type de chiffres. Ah, si, les AGFIP, ils ont l'ensemble des accords agréés, ils en ont connaissance. Donc, on négocie dans l'entreprise, on fait passer l'accord aux AGFIP, en plus de la directe, etc. Et c'est l'AGFIP qui dit si cet accord est agréé ou pas. Non, c'est la directe qui dit si... c'est la directe. C'est la directe qui donne l'agrément. Quels sont les points obligatoires à mettre dans un accord pour qu'il ait l'agrément? Obligatoirement. Alors, obligatoirement, donc, un budget, des objectifs atteignables, réalisables, dans l'entreprise, l'engagement, entre guillemets, de respecter ces objectifs. Voilà. Derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de contrainte. L'employeur, si à la fin de la période de validité de l'accord, les objectifs ne sont pas remplis, il n'y a pas de pénalité. Pendant cette période-là, les AGFIP n'ont rien perçu. Et à la fin, on ne lui demande rien. Et alors, pour avoir le budget qui est alloué à la réussite de cet accord, puisque c'est un point obligatoire, si on a zéro d'investissement à faire, est-ce que zéro est satisfaisant pour la directe? S'il n'y a pas nécessité d'aménagement de postes de travail, voilà, parce que ce sont des handicaps qui permettent aux salariés d'utiliser les locaux tels qu'ils sont là, et qui s'engagent à être à 7% ou 8% de personnes en situation dans son entreprise, sur la période des 3 ans, je veux dire... On peut dire zéro. La directe, l'investissement, il sera fait sur les salariés en situation de handicap qui vont être embauchés. C'est un investissement pour l'employeur. Matériellement, il n'a pas besoin d'acheter de Donc on peut mettre dans cette case-là la masse salariale qu'on va consacrer aux nouveaux embauchés. Ça peut faire partie des engagements financiers. Des engagements financiers. Après, dans ces engagements, s'il y a des embauches particulières qui sont réalisées, l'employeur peut dire, voilà, sur les aménagements des locaux de la personne qui est obligée de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail, un nouveau logement, s'il y a des aménagements à faire dans ce logement, l'employeur peut dire, je vais prendre une partie de l'aménagement, de la salle de bain, de la cuisine, voilà. C'est pour ça qu'il faut être inventif dans les négociations. Parce que c'est des choses qui ne sont pas écrites nulle part. Donc si on dit, sur l'accord, c'est OK, mais vous prenez un aménagement des locaux, où il est obligé d'avoir un véhicule adapté, pour venir travailler, on adapte son véhicule, ça rentre dans l'investissement. Et donc c'est une contrepartie de la part de l'employeur. Je pense que ça c'est un élément facilitateur quand on est délégué syndical, qu'on va voir son employeur et qu'on dit voilà, on va faire un accord, on va demander à avoir un agrément pour cet accord. Il va falloir marquer les engagements financiers, la masse salariale des travailleurs handicapés qu'on va embaucher. Fait partie de cet engagement-là, fait partie de l'investissement financier qui va aller avec l'agrément. Il n'y a pas d'éléments supplémentaires qui vont nécessiter des vrais investissements qui peuvent être lourds pour l'employeur et faire reculer l'ouverture de ces négociations. Non, il n'y a rien de particulier qui peut faire reculer, c'est la volonté de l'employeur. C'est une négociation, il ouvre sa négociation ou il l'ouvre pas. Il a tout intérêt à l'ouvrir puisque ça le dédouane de sa contribution aux AGFIP. Mais derrière, c'est la bonne volonté qu'il veut mettre en œuvre pour arriver à respecter sa signature en bas d'un accord qui passe quand même par des instances officielles que sont la directe et les AGFIP et pour lesquelles les engagements doivent être respectés. Quand on met sa paraphe au bas d'un document officiel, ça doit être respecté. Sinon, ça ne sert à rien de faire un accord. Alors, on reprécise bien à ceux qui sont ici, puis à ceux qui vont nous regarder, que tout ce qu'on est en train de dire là est soumis à modification
si application il y a, des ordonnances, parce que là-dessus, il n'y a encore rien de codifié. Est-ce qu'il n'y a rien du tout de codifié ou est-ce qu'on peut se faire une idée de la manière dont ça va se passer? Parce que l'accord d'entreprise, c'est quand même le credo de ces ordonnances dans celle qui concerne le dialogue social. C'est accord d'entreprise, accord d'entreprise, accord d'entreprise, même s'il n'y a pas de délégué syndical. C'est quand même la porte ouverte à. Donc on peut imaginer qu'on ne va pas trop codifier puisqu'on va donner la priorité à l'accord d'entreprise dans l'absolu. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien aussi. Peut-être pour l'instant, voilà, il y a des choses dans les ordonnances qui concernent le handicap, la médecine du travail et le handicap. Dans l'accord, voilà, on verra ce que sera les décrets d'application de ces ordonnances. On verra dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, c'est selon la volonté d'un employeur de faire ou de ne pas faire. Après, il faut savoir que sur l'ensemble des fonds qui sont versés aux AGFIP, il y a plus de 90% qui retournent dans les caisses des employeurs. Comme sur la formation professionnelle, les employeurs, ils reversent, et ce qu'ils reversent, ils veulent le récupérer. Donc par des moyens détournés, et ce n'est pas forcément les petites entreprises qui en bénéficient des contributions qui sont versées aux AGFIP. Mais c'est les grands groupes, les grosses entreprises, parce qu'elles sont structurées, ils ont des chargés de mission insertion handicap dans les entreprises qui travaillent là-dessus et qui connaissent toutes les ficelles pour récupérer les financements et les budgets. Voilà. C'est vrai que dans les DRH, maintenant, on a des ingénieurs financiers qui connaissent tous les mécanismes pour prendre des subventions, récupérer de l'argent, pas en verser, y compris la technique de tous les contrats de travail qui permettent d'être soit d'avoir des subventions, soit de ne pas payer les salariés. C'est quand même extraordinaire que... C'est pour ça que directeur des ressources humaines, je vais citer Jean Auroux, il aurait préféré que ce soit directeur des relations humaines. Parce qu'une ressource, c'est une ressource au même titre que l'électricité, le gasoil ou de l'eau, quoi. Alors que la relation humaine, c'est la dimension humaine de l'entreprise. C'est pas simplement l'homme abaissé au niveau d'un carburant ou au niveau d'une machine. Et c'est là que se fait la différence aujourd'hui dans la négociation. C'est que les DRH traitent l'humain comme un matériel, quoi. Tout à fait. Et avec la mise en place des ordonnances Macron, on l'a vu ce matin avec la modification de la médecine du travail, hein, sa réforme, le salarié en situation de handicap qui sera reconnu en inaptitude sera mis à la porte. Donc c'est vraiment des salariés Kleenex maintenant aussi. Parce qu'ils vont se retrouver du jour au lendemain sortis d'une activité, d'un salaire, d'une rémunération et comment fait-on après ? Alors, et le salarié en situation de handicap est d'autant plus fragile que sa situation ne tient qu'à la visite médicale du médecin du travail qui peut signer l'arrêt de son contrat de travail en le marquant inapte. D'où l'importance de traiter ce type d'accord, parce que ce type d'accord peut prendre en compte une visite médicale d'inaptitude et obliger par ce type d'accord à un reclassement ou une prise en compte pour éviter de se séparer du salarié. Tout à fait. Et dans le type d'accord, sur une négociation, avec ce qui se met en place sur les ordonnances Macron, moi j'invite tous les négociateurs à faire rajouter systématiquement dans ces accords une deuxième visite auprès du médecin du travail de confirmation d'inaptitude, mais après avoir eu la première information et d'avoir balayé tous les champs de reclassement possibles dans l'entreprise ou dans le groupe, parce qu'on a aussi des groupes... mais voilà, plus qu'en France maintenant, plus à l'étranger. Mais voilà, il y a des choses qui sont possibles. Il faut les mettre par écrit, parce que tout ce qu'on met par écrit, ça reste, et c'est toujours opposable à l'employeur à un moment donné. À une négociation, il y a un accord, l'accord il n'est pas respecté, vous l'avez mis noir sur blanc. Bon, bah après, c'est la justice qui tranche. Vous avez raison, vous avez tort. Voilà, vous avez signé, vous avez pris un engagement. Alors, je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu penses qu'on puisse encore amener quelques précisions à nos amis. Alors, dernière précision, c'est que par rapport justement à cette inaptitude du médecin du travail, voilà, elle est contestable aujourd'hui auprès des prud'hommes, avec la nouvelle législation depuis le 1er janvier, alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué pour contester un avis médical.
Aujourd'hui, on fait une demande en référé. Il y a un médecin conseil qui est nommé et qui regarde en effet la validité de l'inaptitude ou non. Comme on a dit ce matin aussi, parfois on a des médecins qui sont sous l'égide de leur employeur et de celui qui les paye et qui ne peuvent pas forcément prendre d'autres décisions que celles qui étaient initiées par l'employeur. Alors, ce que tu dis est d'autant plus vrai qu'il y a des médecins du travail qui sont payés directement par l'entreprise et qui sont sur le site de l'entreprise, ça c'est pour les plus grosses boîtes, mais que les associations de médecine du travail sont payées par des cotisations et que si le médecin ne va pas dans le sens de son client, puisque là, la cotisation, on a le sens du client, le client peut dire je vais aller cotiser à une autre association aussi. C'est une pression que l'entreprise peut mettre sur l'association de médecine du travail. Donc là encore, on l'a souligné, j'allais dire de partout, puisque j'ai moi-même découvert en animant ces petites tribunes que le médecin du travail était au centre des au centre du sujet, et que c'est la médecine du travail qu'on a réformée pour lui enlever un peu d'importance, comme la suppression du CHSCT alors qu'il prenait de l'importance. Je crois que on peut en déduire que les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité et les conditions de travail ont beaucoup moins d'importance aux yeux de nos dirigeants que ce que ça peut avoir pour nous les salariés. Oui, ça a beaucoup d'importance, mais tout est au final la finalité, le relationnel qu'il peut y avoir entre tous les acteurs. Plus ce relationnel sera volontaire, il y aura des engagements de chacun, et mieux on se trouvera dans l'entreprise. La qualité de vie au travail, les conditions de travail seront améliorées, tout le monde en sera bénéficiaire, et tout le monde est gagnant. J'ai un exemple, une personne qui était en situation de handicap en fauteuil roulant, qui était dans un bâtiment à 2 étages. Il a passé 5 ans de sa vie au premier étage parce que l'employeur n'a pas voulu mettre d'ascenseur. Il a fallu qu'il y ait un courrier au procureur de la République sur l'aspect discriminatoire pour que 15 jours après, un ascenseur soit installé, qui lui a permis de monter à l'étage, de voir d'autres collègues, de voir d'autres types d'activités. Et ça lui a permis aujourd'hui de changer, je vais dire, de type de métier parce qu'il a découvert d'autres choses. Alors que c'était juste... une question d'élévateur. C'est l'ascenseur social. Je l'ai appelé comme ça parce que c'était vraiment, ça lui a permis d'évoluer dans l'entreprise et c'est une très très bonne chose. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus dans la négociation, c'est tout ce qui concerne les ateliers protégés, les activités qu'on peut avoir, je vais dire, en annexe de l'entreprise avec ces ateliers protégés et de aussi aller jeter un œil sur leurs conditions de travail. Parce que parfois, on tombe sur des ateliers protégés, je vous le dis comme ça, c'est presque de l'esclavage. Les conditions de travail, les équipements de protection individuelle sont totalement inexistants. Pour des gens qui font l'entretien des espaces verts, quand ils viennent en tongs, en short et en débardeur pour faire la tonte des pelouses, les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Donc il faut aussi regarder ça parce que c'est un moyen de pression pour améliorer leurs conditions de travail, parce que quand on signe un accord avec un ESAT pour une prestation, si on a été voir comment ils travaillent, si dans l'accord on dit on veut une amélioration de ça, ça et ça, on paye, mais on veut que ce soit les améliorations pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir ce qui se passe chez eux, mais à partir du moment où on met un pied chez eux, on a un autre regard sur leur façon de travailler et leurs conditions de travail. Et ça nous donne un autre regard sur le handicap dans l'entreprise. Je crois que ce coup-ci, on a fait le tour. Merci Philippe de toutes ces précisions. Et on rappelle que ce plateau a pu être fait grâce à la CGT Nord-Pas-de-Calais, à la GFIP, et puis à nos partenaires, Groupe Aesio, Groupe Up, Elfrich et NVO, et notre partenariat média pour le Salon de Lyon, qui est Lyon Première. Merci à tous nos partenaires, merci à la CGT, merci à tous d'être venus, merci à vous et merci à Mandarine Production qui a réalisé. Et on vous dit à très vite. Après le Salon CE de Paris, avec plein d'autres interviews et des interprétations surtout des ordonnances Macron.